On peut envoyer le... Voilà. Donc, il y a 2 ans, on avait présenté à Agadir des choses concernant le chemin entre la lumière, l'optique médicale et l'effet thermodynamique. Donc on a un peu évolué dans notre pratique. Et donc l'objet de cet exposé d'aujourd'hui, c'est de faire part, cette fois-ci, de l'étape plutôt optique et thermique qui semble fondamentale. Voilà par exemple une aiguille optique qui travaille sur un modèle de Safen ex vivo. Et donc on est toujours surpris de voir que ce soit avec des tirs par fibre optique classique ou des tirs par aiguille optique, même si les dispositifs optiques changent ou en présence de sang avec une formation de caillots, on a quand même des effets qui sont les mêmes. Donc la conversion de la lumière exige plusieurs étapes pour aboutir à cet effet thermique jusqu'à la dénaturation tessulaire. Les caractéristiques optiques, réflexion, absorption, diffusion, l'étape thermique avec la diffusivité et la conductivité thermique. Alors, j'ai laissé les diapos en anglais parce qu'on me l'a demandé, Amira me l'a demandé. Et puis la dénaturation tissulaire qui est la 3e étape. Alors, en fait, dans notre pratique, on observe plein de paradoxes parce qu'on sait que la cuisine, elle marche, mais finalement, on ne sait pas comment. Et donc, le premier paradoxe, c'est que par rapport au stripping classique qui enlève la totalité de la Safen, l'évolution du laser endoveineux conduit à laisser la crosse, les collatérales, une jambe fonctionnelle. Mais quand on va pratiquer le laser endoveineux sur à peu près 35 à 40 cm de veine, on va dire plutôt 30-35 chez les gens qui sont petits et puis 40, plutôt 35-40 chez ceux qui sont grands, on va dépenser une énergie de 2000 à 2500 joules au total. En énergie laser pour obtenir l'effet thérapeutique voulu. Si on augmente la pression à 5 bars, vous voyez, on peut diminuer un peu cette quantité d'énergie. Mais le paradoxe est là, c'est que cette énergie, pour cuire la totalité de la Safen, c'est à peine l'énergie nécessaire pour monter un gramme d'eau de 0 à 100 degrés. C'est ce qu'on appelle la chaleur latente. Voilà. Donc c'est quand même très curieux. Donc il doit se produire d'autres phénomènes de résonance de notre effet thermique au sein des tissus. Donc quand on regarde par exemple l'effet d'une radiofréquence classique qui va chauffer à 120 degrés ici avec une belle rétraction de la Safen, comparativement donc et histologiquement sur les 2 images du dessus à des puissances différentes, 14 watts au milieu et 7 watts en haut, on a effectivement des images différentes, avec notamment une vacualisation, une disruption pariétale et avec la création de vide à l'intérieur de la média de la veine. Le deuxième paradoxe, c'est que aussi les températures sont extrêmement élevées, c'est-à-dire que la radiofréquence travaille à 120 degrés, alors que le laser, d'après les études avec thermocouple en extrémité de fibre, monte facilement à 1000 degrés. Et je rappelle que la température de survie d'une fibre optique standard, c'est 150 degrés. Donc ce qui prouve que dès que vous débutez l'utilisation de cette fibre optique, elle grille. Et on a perdu toutes ses caractéristiques optiques. Et pourtant, ça marche. Ensuite, quand on observe par exemple la radiofréquence sur ces 3 premières images, on voit qu'à la partie supérieure, on a cette belle image de rétractation que je vous ai montré ex vivo, puis dès qu'on passe à la partie moyenne à 120 degrés, le sclérus devient totalement hypoécogène, et c'est une image assez voisine finalement de ce qu'on obtient en laser endoveineux sur un anévrisme veineux. Vous savez, souvent la Safen est dystrophique entre le tiers moyen et le tiers inférieur, et au niveau de cette dystrophie, c'est souvent la réentrée d'une perforante fémorale qui fuit en systole musculaire. Donc elle induit une ectasie avec amincissement pariétal et finalement on regarde dans la partie extrême de l'anévrisme, parce que la fibre elle était là et l'anévrisme il est là, on a une image qui se rapproche de la radiofréquence. Donc la radiofréquence donne une imagerie thermique qui est assez proche de celle de l'imagerie laser endoveineux, mais seulement à grande distance de la fibre et de la source de lumière. Ensuite, on a été
un peu par approche empirique, les chirurgiens nous ont donné un excellent outil, le LEAD, qu'on appelle le Linear Endovascular Energy Delivered, qui consiste à dire, voilà, si on dépense plus de 60 joules par centimètre au total, le résultat est à peu près acquis, quelles que soient finalement les études, les longueurs d'onde, à peu près les délais de suivi. Et que pour les très grosses saphènes, supérieures à 15 mm, on pouvait utiliser 120 joules par centimètre, et le résultat était effectivement acquis. Ensuite, pourquoi il y a des gens qui nous font des thromboses qui sont la conséquence de la convection thermique et de la conduction thermique au sein du sang, alors que d'autres ne la font pas, cette fameuse EHT, ce qu'on appelle en acronyme, Endovascular Heat Induced Thrombosis, avec parfois des prolapsus qui vont thromboser, par exemple au 15e jour du contrôle, dans la veine fémorale, et pour lequel on proposera bien volontiers un anticoagulant pendant une quinzaine de jours. Et puis on avait fait cette observation, c'est que finalement, pour des longueurs d'onde différentes, 980 à gauche et 1500 nanomètres à droite, pour des leads différentes, c'est-à-dire Linear Endovascular Energy Delivered, finalement, si on rapportait ces leads au diamètre de la veine, on obtenait des ratios à peu près identiques. Alors ça nous a mis la puce à l'oreille. Donc on avait isolé tout un tas de paramètres qui étaient susceptibles d'influencer cet effet thermique, de la longueur d'onde au lead, la direction du faisceau laser, le fait d'avoir un retrait continu, discontinu, etc., le contenu veineux. Bon. Et donc finalement, on pensait que seule la longueur d'onde était importante, suivant son spectre d'absorption et son coefficient d'absorption. Donc ce sont des échelles logarithmiques, je rappelle. Et donc on avait d'abord choisi le 810, c'était les premières publications. Et puis on a choisi après le 980, parce que c'était le premier pic d'absorption dans l'eau. Et puis ici, la gamme des 1500 nanomètres, 1470 à 1560, parce que c'était le deuxième pic d'absorption dans l'eau. Alors qu'avec les lasers, ici, vous avez la courbe d'absorption de l'hémoglobine en pointillé, et puis la courbe de la mélanine en jaune sur ce schéma. Or, on sait que dans les tissus, il y a une transmission accrue dans les gammes infrarouges. Par exemple, cet effet est utilisé pour l'épilation laser. On sait aussi par le calcul que la distance d'extinction, qui correspond grosso modo à la distance de pénétration de la lumière, qui se calcule avec cette formule mathématique, incluant donc le coefficient d'absorption et le coefficient de diffusion corrigé, S comme scattering, on obtenait, suivant les longueurs d'onde, des données différentes, suivant qu'il s'agissait du sang, de la paroi veineuse ou du tissu péruveineux. C'est pour ça qu'on a extrapolé rapidement, nous, aux 980 nanomètres, parce qu'on trouvait qu'il était intéressant et bien placé, notamment sur le sang et la paroi veineuse. Et puis, nous en sommes venus à faire des études sur nos aiguilles optiques, qui nous ont appris finalement des tas de choses, parce qu'en expérimentant ces aiguilles, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir une imagerie finalement échographique assez fidèle de ce champ thermique. C'est une condensation de phase des protéines, elles se contractent. Voilà par exemple l'aspect d'un tir dans le muscle. Alors les programmes d'écho permettent très facilement de mesurer sur les trois coupes axiales, notamment sagittale et longitudinale, enfin on va dire frontale, effectivement de déduire un volume. Donc on peut calculer ces volumes suivant les paramètres que nous on avait apportés en amont avec la source. Voilà, on s'aperçoit que la condensation des protéines au niveau du tissu musculaire avec une carbonisation à la périphérie, une espèce de cavitation. Alors par exemple, si le tissu est beaucoup plus riche en lipides, comme pour la lipolyse par exemple laser, ou pour la neurochirurgie, ça va même être différent comme effet biologique si c'est du cortex, de la substance grise ou de la substance blanche, qui est beaucoup plus lipidique, ou par exemple sur un corps calleux, on obtient effectivement beaucoup plus de pénétrance. On arrive à mesurer très bien l'échographie avec du gel, des échographies de haute résolution, ces volumes. Et puis on s'est aperçu finalement qu'avec ces aiguilles, vous voyez, la forme est elliptique puisqu'elle est polie avec un biseau. Il y a effectivement ce qu'on appelle une surface active qui fait à peu près un tiers de cette ellipse et la surface optique qui est la surface effectivement totale de cette ellipse. La surface active finalement, comme c'est elliptique, revient pour une fibre de 300 microns, est absolument équivalente à celle d'une fibre de 600 microns à embout nu, c'est-à-dire coupée comme un cylindre. Donc grâce à ces échographies, on a pu s'apercevoir de l'aspect soit de la section tissulaire ou de la liquéfaction tissulaire, donc, et reproduire à l'échographie de haute résolution les mêmes images, mesurer ces volumes. C'est bien très facile. À partir de ça, on a des modèles. Donc voilà par exemple un EHT, c'est-à-dire une thrombose à l'extrémité de la fibre par conductivité thermique du sang qui va petit à petit se rétracter du 1er au 4e mois.
Donc ce sont des phénomènes thermiques. On avait constaté aussi à l'échographie dans nos critères qu'il y avait une zone de transition thermique, c'est-à-dire que là où le chirurgien vasculaire s'arrête de tirer au laser, là la saphène de jambe était quand même occluse avec une image proche de la radiofréquence, et c'est la convection thermique qui en est responsable. Et donc finalement, une fois que le thrombus s'est rétracté en extrémité de tir, la jonction saphéno-fémorale est relativement stable en termes de calibre. Bien. Et parfois, pourquoi, dans certains cas, on obtient une sclérose complète de la crosse au ras de la veine fémorale commune. Tout ça sont des phénomènes de convection. Et puis, au fur et à mesure de nos études, on s'est rendu compte que le pôle supérieur finalement restait relativement stable et que la saphène se rétractait sur ces 3 segments, tiers supérieur, moyen, inférieur, au fur et à mesure des mois. Et donc, ce transfert thermique, si vous voulez, est responsable de phénomènes de conduction et de conductivité thermique. Et dans un milieu biologique, en fait, l'effet thermique se propage surtout par des effets vibratoires et qu'on appelle des phonons. Donc, en fait, là, on en revient à l'échographie, c'est-à-dire l'échographie nous permet d'appréhender par phonoacoustique l'effet de cette transmission thermique au sein des tissus, alors que si on prend par exemple du métal, effectivement, on obtient un phénomène de transmission de la chaleur essentiellement par conductivité électrique. Et puis on s'était aperçu en histologie qu'il y avait des phénomènes de trabéculaires, et dans ces travées, il y avait une recolonisation par les cellules qui avait été publiée par Malskat à l'époque, qui commençait déjà dès le 8e jour et qui avait une phase complète au 21e jour, et après apparaissait la rétractation. Voilà cet effet trabéculaire qu'on obtient avec l'échographie de haute résolution. Vous voyez, on a des résolutions de 100 microns, donc on est proche d'une échohistologie, et voilà ces images donc, de dissection de la paroi qui vont être recolonisées secondairement à 1 mois par les cellules de l'inflammation, phagocytes, fibroblastes, etc., ce qui nous permet de garantir cette image, et que cette image, effectivement, était responsable d'un résultat assuré. Donc, les phénomènes qui interviennent sont des phénomènes de conductivité thermique qui se calcule comme ça par ce qu'on appelle la transformation de Fourier, et dans une saphène, quand vous tirez, l'essentiel du flux thermique va surtout emprunter la paroi parce qu'elle est beaucoup plus dense, parce que ces phénomènes de conduction thermique sont proportionnels à la densité. Et donc quand vous avez une conductivité thermique dans l'eau qui est de 0,6 watts par mètre moins 1 qu'à moins 1 en degrés Kelvin, vous voyez que le carbone que vous générez au sein du milieu lui a une conductivité thermique à peu près 250 fois supérieure. Donc au fur et à mesure du tir, la cible change, comme l'absorption par exemple de l'hémoglobine sur cette courbe. Et donc on comprend mieux ces résultats de thermoconductivité et de conductivité. Donc, essaye de conclure. Je vais conclure. Donc ceci explique, si vous voulez, que les nouvelles notions en thermodynamique vont intervenir par le calcul de la diffusivité thermique, la conductivité thermique, la résistance thermique, et que plus on augmente la puissance de tir au sein de la veine, plus effectivement, en augmentant la puissance, on va atteindre plus facilement la paroi, en augmentant le temps de tir sur ces modèles, effectivement, on rallonge la sclérose. Voilà ces premiers modèles thermiques que nous avons réalisés. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'une partie de l'effet thermique passe aussi par les vasorhommes, ce qu'on oublie, ce qui nous donne ces images de halo. Et donc, c'est sur ces modèles cylindriques qu'on a pu reproduire les différentes courbes de température qui vont être extrapolées à notre saphène. Voilà. Donc, j'en ai terminé en essayant de vous faire appréhender ces différents éléments qui relèvent maintenant plus de la phonoacoustique. Et je trouve qu'il faut qu'on reste très humble dans ce qu'on fait, parce qu'on ne sait toujours pas vraiment ce qu'on fait. Et quand on regarde simplement, pour terminer, l'équation simplement de la diffusion de chaleur dans un volume sphérique, je crois qu'on a encore quelques progrès à faire. Et j'ai terminé. Merci.